vers l'avenir. Quand on lit les nouvelles à propos du système de santé, on a l'impression qu'il est complètement inopérant, là. Puis, tu sais, il y a des gens qui meurent à l'urgence, puis il y a toutes sortes de souffrances qui sont rapportées par les journaux. Mais nous, on a été chanceux. À date, ça marche, je dirais, autant que ça peut fonctionner raisonnablement. C'est sûr que ça pourrait être mieux, mais on ne serait pas capable de fournir avec nos impôts. Fait que je dirais que c'est bon ce qu'on a compte tenu des circonstances. Les professionnels de la santé accompagnent les personnes dans les moments les plus vulnérables de leur vie. Fournir les meilleurs soins possibles signifie aussi apprendre des patients et patientes. C'est pourquoi nous avons parlé aux Québécois et Québécoises touchés par un trouble neurocognitif vasculaire ou TNC vasculaire. Ces personnes ont partagé leur histoire avec nous afin d'aider tous les prestataires de soins à établir des relations significatives et empathiques avec ceux dont ils s'occupent. Les obstacles au diagnostic. Le premier obstacle à un diagnostic rapide est l'accès aux médecins de première ligne. On sait qu'au Québec, la difficulté d'accès à la première ligne est là. Donc, ce que j'ai vu, c'est souvent des gens qui n'ont pas de médecin de famille et donc qui peuvent seulement avoir accès à des rendez-vous au sans rendez-vous et donc se font référer plus tardivement pour une évaluation cognitive. Évidemment, toutes les gens qui sont réfugiés ou qui ont vécu une bonne partie de leur vie dans un autre pays où il y a moins de ressources de santé disponibles, bien, des fois peuvent déménager au Québec à un âge plus avancé et ça peut expliquer un retard dans le diagnostic. C'est sûr que pour le médecin de première ligne, s'arrêter, questionner le patient, la famille, faire des tests. Vous savez, en clinique de mémoire ici, une rencontre, mais on est une clinique de mémoire de troisième ligne. Une rencontre, c'est quand même 90 minutes, une première rencontre. Donc, je peux comprendre que le médecin de première ligne ne peut pas rentrer 6 ou 10 patients dans son avant-midi, qui sont tous des patients cognitifs. Mais il faut quand même, en développant un modèle où l'infirmière est impliquée et fait le test cognitif, la famille est questionnée parfois par des questionnaires qui sont faits en salle d'attente. Le tout peut se matérialiser en 30 minutes en général et on est là, nous aussi, pour faire de l'enseignement, de la conscientisation auprès des médecins de première ligne que ça se fait, qu'il y a maintenant des bons outils. Un diagnostic peut également être retardé par la banalisation des symptômes par l'entourage et même par les médecins. Parfois, on va se dire c'est normal qu'il oublie, il est âgé, il vieillit, c'est normal d'oublier. Ça peut venir de la personne elle-même ou des proches. Donc, c'est la première chose, la non-reconnaissance de symptômes qui pourraient possiblement être le début d'un trouble neurocognitif. Il y a aussi parfois, je l'ai vu quand même à plusieurs reprises, parfois les gens vont en parler à leur médecin de famille, puis même par leur médecin de famille peuvent se faire dire que c'est normal avec l'âge, puis de ne pas s'inquiéter. Donc, parfois, il y a un délai avant que les gens soient référés à un spécialiste, que ce soit un neurologue ou un gériatre, entre autres, parce que les gens n'ont pas levé la main pour dire qu'ils avaient des symptômes ou parce que même en ayant parlé à leur médecin traitant, ils ne sont pas référés. Un chemin à suivre. Il est essentiel qu'après le diagnostic, les prestataires de soins de santé indiquent clairement la voie à suivre aux patients et patientes. Après le diagnostic, une étape suivante simple consiste à guider vos patients sur ce dont ils devraient discuter avec leur famille ou leurs soignants à l'avenir. Au Québec, on est organisé en CIUS, ou des CIS, où il y a des centres de services plus locaux, où souvent il y a des équipes multidisciplinaires avec travailleurs sociaux, ergothérapeutes qui sont habilités à évaluer l'autonomie des gens, adapter le domicile, les physiothérapeutes, entre autres. Donc ça, c'est des gens qui peuvent aider la personne à rester autonome chez elle le plus longtemps possible. Et bien sûr, il y a un suivi avec un médecin. Ça peut être le médecin qui a posé le diagnostic, qu'il soit neurologue ou gériatre, entre autres, ou ça peut être encore avec un médecin de famille. Il y a plusieurs symptômes qu'on peut traiter avec des médicaments. Si, par exemple, la personne développe des symptômes dépressifs, pour dire quelque chose, secondaire à ses troubles cognitifs, on a vraiment un rôle, pas seulement de diagnostic, mais aussi un rôle de support, soutien. C'est pas toujours facile là, de constater qu'on a des changements cognitifs.
que peut-être on a une perte d'autonomie secondaire. Donc, le rôle du suivi, c'est de suivre la condition, mais aussi d'accompagner la personne et ses proches. L'avancement de la recherche. On a des travaux de recherche qui sont en cours présentement entre l'interaction entre les maladies vasculaires et la maladie d'Alzheimer. C'est un projet pan-canadien qui est dirigé par nos collègues à Toronto. Et on se rend compte justement que la pathologie Alzheimer aime beaucoup la pathologie vasculaire. Alors, quand les deux sont présents, les patients se détériorent plus rapidement. Et ça, donc, d'être capable de reconnaître ça plus rapidement, la prise en charge en première ligne avec des tests de dépistage, le follow-up. Un aspect qui manque actuellement au niveau de la recherche, il y a beaucoup de recherches pour les médicaments dans la maladie d'Alzheimer, mais on n'a pas de médicaments qui modifient le cours de la maladie vasculaire au long cours. Alors ça, de pouvoir jouer sur les facteurs qui rendent quelqu'un plus vulnérable à faire un AVC ou plus vulnérable aux facteurs de risque d'un AVC, ça serait extrêmement intéressant pour les projets de recherche à venir. Mais il y a beaucoup d'études sur la prévention des troubles cognitifs. Donc, je crois que c'est vraiment vers ça qu'on doit axer dans notre société, vraiment avoir plus d'argent investi et plus d'énergie investie pour la prévention. Il y a une nouvelle étude qui est sortie en 2024 qui s'appelle le Lancet Review, puis qui parle des facteurs de risque de troubles neurocognitifs. Donc, c'est une des sortes de recherches qu'on peut voir qui est encourageante parce qu'on voit que les gens s'intéressent aux troubles neurocognitifs, s'intéressent à comment on peut les prévenir. Comment les guérir, je dirais que c'est ce qui serait intéressant qu'on puisse, disons, résoudre comme question dans les prochaines années. Reconnaître l'humain. Ce que j'aimerais que les gens dans le domaine de la santé se rappellent, c'est que derrière le diagnostic de troubles neurocognitifs, il y a une personne. Donc, ce que je vois parfois, c'est que les gens atteints de troubles cognitifs sont un peu infantilisés ou alors on va beaucoup parler à leurs proches et un peu ignorer la personne qui est atteinte des troubles cognitifs et ou vraiment se concentrer sur les troubles cognitifs en oubliant un peu l'histoire de vie de la personne et qui elle est. Donc, je pense que c'est important de se rappeler, oui, la personne peut avoir des changements de la mémoire, par exemple. Elle peut ne plus être comme une personne qui n'a pas de troubles cognitifs. La communication peut être plus difficile, par exemple, mais je crois que c'est important de se rappeler que cette personne-là, elle mérite notre respect et elle mérite des soins de qualité, comme n'importe quelle personne qui n'aurait pas de troubles cognitifs. Pour résumer la manière dont les prestataires de soins de santé peuvent mieux prodiguer des soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs vasculaires, il a été recommandé de fournir des informations et des conseils pour les aider dans la vie de tous les jours, en savoir plus sur les premiers symptômes du trouble neurocognitif vasculaire, offrir aux patients des options de traitement et un plan de soins clair pour aller de l'avant, encourager les patients et leurs soignants à discuter ensemble de leurs valeurs et de leurs intentions, partager toutes les ressources communautaires disponibles, apporter un soutien aux soignants, parler directement aux patients et les traiter avec dignité. Pour continuer à en savoir plus sur le trouble neurocognitif vasculaire et rejoindre l'infolettre du VAST, veuillez visiter vast-training.org. Moi, je dis qu'il ne faut pas que tu te décourages. Parce que si tu te décourages, tu n'iras pas loin. Il faut que tu aies un peu de patience et de la volonté. Juste ça. Avec ça, là, tu vas aller loin. Oui, je me suis mis ça dans la tête. T'as une autre chose que tu ne contrôles plus. Tu peux tout à coup te mettre à pleurer sans avoir de raison, je te dirais aussi. Tu sais, des fois, je suis en train de souper. Tout à coup, ça se met à pleurer, ça, cette bonne femme-là. Wow! C'est une émotion. Alors, c'est ça, c'est pas nécessairement une raison. C'est l'émotion causée par la raison. Il faut pas que tu te décourages. Même si c'est à l'affaire que tu sais pas, tu vas te renseigner, puis après, il faut que tu fasses ça, sinon tu ne l'apprendras pas. Tu sais, je me suis tôt dit ça, moi. Puis des fois, c'est comme ça que tu apprends dans la vie. Je veux dire, il ne faut pas que tu te démourades, tu te laisses aller, là, c'est pas bon, ça.
Il faut que tu aies du courage à deux mains et tu es capable de le faire.